Chers amis, je suis très heureux de me trouver parmi vous, dans votre belle ville de Grenoble. Et enfin, avec des beaux côtés, comme toutes les villes. Et je vais vous parler d'un sujet qui m'a tarabusté depuis le début de ma vie militante. C'est ce problème de la contre-révolution, car à l'époque où j'ai commencé à militer, et avec mon ami Michel ici présent, nous avions une vision du politique, une vision de l'adversité, l'ennemi qui était le nôtre, qui était différente de celle d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, eh bien, l'ennemi par excellence, c'était le communisme. Un ennemi qui a globalement presque complètement disparu. Et ce qui était le plus important dans le communisme, c'était cet aspect qui était avancé par tous ses défenseurs, à savoir que le communisme, le marxisme, la théorie communiste considérait comme étant la résultante de toute la pensée rationaliste européenne. Et on faisait remonter cette vision du monde révolutionnaire, bon, bien sûr, à la Révolution, aux Lumières, mais même à certaines théories de l'école de Salamanque, et même aux penseurs franciscains du XIVe et XVe siècle. Donc il y avait cette idée d'une pensée qui se considérait comme étant l'affinage, la résultante de tout ce qui avait été la pensée de l'Europe. Et je me disais, quand même, comment se fait-il que nous, contre-révolutionnaires, nous soyons en train de nous référer simplement à Maurras, l'action française, mais enfin, avant Maurras, il y a quand même eu des gens qui ont pensé, n'est-ce pas? Et puis la Révolution, il n'a pas fallu attendre Maurras pour qu'elle soit combattue. Et donc ça m'a amené à réfléchir à tout ça et à me pencher sur cette notion de contre-révolution. Au départ, il y avait quelque chose, et ça, Michel me le rappelait il y a 30 secondes, il y avait quelque chose qui m'irritait, c'était que le terme de contre-révolution en lui-même a un côté un peu maladroit dans la mesure où il consiste à se référer dans sa définition même à son ennemi. Donc, évidemment, il y a un côté qui a toujours gêné même les contre-révolutionnaires, ce qui fait que beaucoup de contre-révolutionnaires ont inventé d'autres mots. Alors, on a parlé de la croisade pour parler de la révolution franquiste, la révolution nationale de Vichy, ou encore, avec le colonel Château-Jaubert, la contre-révolution, mais en un seul mot, n'est-ce pas, pour faire disparaître cet aspect d'antithèse qui était contenu dans le mot. Et en fait, malgré ce côté un peu maladroit, par force, il y a dans la contre-révolution, dans les penseurs de la contre-révolution, des éléments d'unité, des éléments de diversité aussi, mais des éléments d'unité importants et qui me paraissaient utiles de mettre en lumière. Alors je vais vous parler d'abord de la façon dont les contre-révolutionnaires, les penseurs contre-révolutionnaires ont commencé à émerger. Je vous parlerai ensuite de l'originalité de la pensée contre-révolutionnaire, parce que la pensée contre-révolutionnaire n'est pas du tout la répétition de la pensée du passé, mais c'est quelque chose de totalement novateur. Et je dirais même plus novateur que la pensée révolutionnaire, parce que la contre-révolution a inventé beaucoup de choses. Et puis, ensuite, je vous parlerai des perspectives que donne la contre-révolution, non seulement par rapport au passé, on appelle Maistre, par exemple, le prophète du passé. Moi, je pense que la contre-révolution nous donne des repères pour l'avenir, et que, finalement, beaucoup des raisons qui ont été à l'origine de son échec
sont des maladies infantiles, en quelque sorte, de cette pensée. Je commence donc par vous parler de la façon dont la pensée contre-révolutionnaire a émergé. Eh bien, le problème que nous avons, nous Français, pour parler de la contre-révolution, c'est qu'avant la Révolution, il n'y a pas de pensée traditionnelle en France. Et oui, c'est comme ça, c'est triste, mais la Révolution, sur le plan intellectuel, n'a pas eu d'ennemis. Vous lisez les mémoires, par exemple, le mémoire du marquis de la Villefort, qui était député aux États généraux, il dit tout le monde approuvait le mouvement des idées, même parmi les députés de la noblesse. Alors, il pouvait y avoir des désaccords sur des questions d'intérêt, mais en réalité, sur le fond de la question, la Révolution, elle est acceptée par tout le monde. Même Louis XVI? Pardon? Mais bien entendu, même Louis XVI, naturellement. Alors, il faut bien voir une chose, c'est que il y a bien sûr des gens qui s'opposent à la pensée des Lumières. Mais ces gens ne le font pas dans une vision globale. Ils s'opposent simplement à un des aspects des Lumières. Les bases des Lumières, qu'est-ce que c'est? C'est l'individualisme, le rationalisme, l'universalisme, le constructivisme. Eh bien, tous ces principes sont admis de manière sans discussion. Il y a des gens qui s'opposent aux Lumières, comme par exemple Fréron, Pompignan, Linguet, et puis les jésuites, Nonote et Patouillet, au nom fatal, qui se sont opposés à Voltaire, ou Jacob Nicolas Moreau. Tous ces gens, ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui ont une intelligence politique. Et en fait, à quoi s'attaquent-ils? Bien, ils s'attaquent par exemple à l'athéisme. Voilà. Les jésuites s'attaquent à l'athéisme. Mais ils ne défendent absolument pas la conception de l'État qui était celle de l'Ancien Régime. Hein. Ou alors ils critiquent le sectarisme du parti philosophique. Bon, par exemple, Linguet, Fréron, c'est ce qu'ils critiquent. Ils critiquent les procédés de la secte philosophique. Et en fait, ils ne s'attaquent pas véritablement à la pensée des Lumières dans son ensemble. Et d'ailleurs, une chose qui va vous consterner, c'est que le pouvoir politique, non seulement le pouvoir politique ne n'essaye pas de leur donner une manière de penser plus complète, mais encore il ne soutient pas. Et Miromesnil, Malesherbes, oui, le grand Malesherbes qui est mort en héros, n'est-ce pas? Eh bien, il a participé à la mise hors circuit de Fréron et Linguet en interdisant leurs journaux, etc., à la demande de Voltaire et de Diderot. Ah oui, bon, ça n'a pas empêché après Malesherbes de faire preuve, de se conduire en romain. Lors de la défense de Louis XVI, vous connaissez la phrase de Malesherbes, l'avocat général, le fameux Fouquier-Tinville, qui lui dit « Qui te rend si hardi de tenir ce langage ?» Et Malesherbes répond « Le mépris de la mort. » Voilà, ces gens savaient parler. Mais enfin, il n'empêche que Malesherbes était un grand ami de Diderot et qu'il a soutenu et permis la diffusion de ses idées. Donc, au départ, il n'y a pas de critique de fond. Il y a des résistances à la Révolution, mais ce sont des résistances qui n'ont pas une nature doctrinale. Ce sont des actes réflexes de l'Ancien Régime. Parce que l'Ancien Régime est bien vivant, lui. Au moment où on le détruit, on le met à mort, il n'est pas mort. Il n'a plus de tête. Il ne se comprend plus lui-même, selon l'expression du professeur de Vigry, qui est malheureusement mort il y a quelques mois. Et ceux qui vont combattre la Révolution, je citerai Chénier, par exemple, Sullot, Mounier, Rivarol, tous ces gens-là, eh ben, ils ne sont pas véritablement hostiles à la Révolution. Ils sont hostiles au procédé de la Révolution, mais ils admettent les présupposés de la Révolution. Par exemple, Mounier ou Sullot n'envisagent pour la France que
comme une sorte de démarquage du régime anglais avec la rigueur, l'esprit de rigueur français. Et finalement, Rivarol ne fait rien d'autre que défendre le voltairianisme contre les révolutionnaires, mais au nom de principes qui sont des principes révolutionnaires. Et en dehors de France, il en est de même, l'influence rationaliste française va s'exercer à travers des princes comme Frédéric II, grand ennemi de la France, mais grand amateur de l'esprit français des Lumières. Hein, et qui a pour but de fabriquer une nation de toutes pièces. Frédéric II demande que les Prussiens, les habitants de son royaume, cessent de parler l'allemand, qui est une langue faite pour les chevaux, et qu'ils apprennent le français. Le français doit devenir la langue du royaume de Prusse. Vous vous rendez compte, hein? Voilà un homme qui veut fabriquer, c'est un démiurge, il veut fabriquer une nation de toutes pièces à partir de rien, de sa seule volonté. Et ça, c'est très apprécié en France. C'est pour ça que Frédéric II a eu tant d'amis en France. Et donc, pourquoi est-ce que les Français ont adopté ce point de vue? Alors là, je vais vous dire une chose qui va peut-être en déplaire à certains. J'ai fait une conférence à Aix-en-Provence, et il y avait là un professeur de philosophie très brillant, hein, à qui j'ai parlé du rôle de Descartes, parce que je pense que c'est Descartes qui a créé les bases qui ont permis aux Lumières de se fonder, fondant la société, la vision de la société sur, d'abord, le libre examen, hein, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Dans notre tête, il y a tout ce qui permet de comprendre ce qui se passe. Hein. Et d'autre part, Descartes va considérer que, à partir de cette vision des choses, de raison, il faut considérer comme discrédité d'avance tout héritage du passé. Alors, Descartes, évidemment, et ça, le professeur de philosophie qui m'a, mon contradicteur, mon courtois contradicteur, avait raison de dire, mais voyons, au contraire, Descartes se veut un bon sujet du roi, un bon chrétien. Hein. Il ne veut pas remettre en cause ni la monarchie, ni la religion. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il dit ça. Et il le dit sincèrement. Mais il ne suffit pas de le dire pour pouvoir limiter l'influence des idées que l'on a mises en place. Ça, c'est une chose très importante. Il faut comprendre que ce professeur de philosophie parlait de la cohérence interne de la pensée de Descartes. Tout à fait exact. Descartes, très sincère, ne voulait pas que l'on fît cela de ses idées. Mais attention, il faut envisager également autre chose. Ce que la postérité fait de ses idées. Et la postérité, eh bien, elle n'a pas du tout utilisé les idées de Descartes comme Descartes l'aurait voulu. Et pour une raison bien simple, c'est quand vous mettez en avant une idée générale qui s'applique hors de toute temporalité, vous ne pouvez pas en limiter l'influence. Une fois que vous l'avez lancée, elle va son chemin. N'est-ce pas? C'est un peu comme, moi j'appelle ça la lance d'Achille. Vous savez, dans l'Iliade, Achille lance son javelot, le javelot tue un ennemi, puis il y a un autre ennemi qui est tué aussi, puis ensuite il y a 3 ou 4 amis qui sont derrière et qui par hasard subissent le sort fatal à cause de la force de la lance que Achille a projetée. C'est exactement pareil en matière d'idées. Donc, cette pensée des cartésiennes a eu pour effet d'effectuer par rapport à tout ce qui était traditionnel en France une dissolution, le doute créatif, la remise en cause par la raison et la reconstruction. Mais vous avez là tous les préceptes du constructivisme qui se trouvent là-dedans. Alors, il y a des pays qui n'ont pas tout à fait ce point de vue-là. Et il y a des pays dans lesquels il y a une réaction. Le premier pays qui a combattu cette pensée de Descartes,
C'est un napolitain qui s'appelle Giambattista Vico. Pour moi, Vico, c'est le premier précurseur des contre-révolutionnaires. Et Vico va mettre en place une pensée dans laquelle il conteste l'universalisme cartésien en disant non, chaque temps parle son langage qui est d'une certaine façon étanche aux temps qui le suivent et qui le précèdent. Vico déclare également que chaque peuple, chaque nation a sa propre vision du monde et que l'universalisme est nécessairement réducteur et destructeur. Et puis, Vico n'aura pas tellement de postérité, surtout pas en Italie. Chose curieuse, les Italiens ont vraiment une position très modeste dans la contre-révolution. Il y a très peu de contre-révolutionnaires italiens. Si on excepte Mestre, mais qui était savoyard, ce qui est quand même un peu spécial. Et puis, en Allemagne, il va y avoir d'autres contre-révolutionnaires, avant la lettre, et notamment un grand penseur qui s'appelle Herder, et des penseurs comme Möser, qui vont contester la notion de centralisme et affirmer la nécessité d'avoir une tradition locale. Et Herder va développer la pensée de Vico encore plus loin en disant chaque peuple a sa vision du monde et il a sa langue, à travers sa langue, il reconstruit le monde. Le monde est reconstruit par chaque peuple qui donne une image qui lui est propre et qu'il développe par la poésie qui est la véritable création du langage. Et Herder va mettre en place toute cette conception du langage qui est fondamentale dans la contre-révolution, bien que nous l'ayons complètement oublié. Voilà. Et quand la révolution éclate, je vous dis, en France, il n'y a pas tellement d'opposition. Et c'est à partir de 1791 que vous avez une critique de la révolution qui intervient, mais cette critique, elle ne vient pas de France. Elle vient de Grande-Bretagne, avec un personnage extrêmement important dans la contre-révolution qui s'appelle Burke, Edmund Burke. Edmund Burke est un Irlandais, anglican. Et alors il critique la révolution, une critique acerbe. Car il dit que la révolution détruit la notion même de tradition, alors qu'on ne peut pas avoir de véritable liberté autrement que à partir de la tradition. Et Burke développe l'idée, invective les Français, en leur disant « Mais pourquoi avez-vous fabriqué une constitution abstraite, celle de 1791, alors que vous aviez une constitution en France. Il y avait une constitution traditionnelle de la France. Peut-être qu'elle était un peu vermoulue par certains côtés. Il vous appartenait de l'adapter, de la restaurer, de la moderniser et de la faire fonctionner. Et ainsi, vous auriez exercé une liberté conforme à votre héritage. C'est fondamental. Et Burke va avoir une influence énorme parce que tous les gens qui par la suite vont développer des idées contre-révolutionnaires, que ce soit Gentz en Autriche, Rehberg en Allemagne, ensuite en Suisse Karl Ludwig von Haller, et puis en Espagne Balmes et Donoso Cortés, tous ces gens vont puiser à la source de Burke, et bien entendu les deux grands dioscures de la contre-révolution, c'est-à-dire Bonald et Mestre. Et tout ça, il y a une filiation directe qui conduit aux penseurs du XIXe siècle, même des socialistes comme Proudhon, par exemple, qui a beaucoup puisé chez ses auteurs, et même Karl Marx, qui n'ignorait pas les penseurs contre-révolutionnaires et qui ne cachait pas ce qu'il y avait trouvé. Et puis par la suite,
au XXe siècle, un homme comme Carl Schmitt qui se réfère explicitement à la contre-révolution. Alors, bon, quand je dis ça, il y a certains professeurs français de droit constitutionnel qui me disent quand même, Carl Schmitt, bon, c'est un peu osé de l'appeler contre-révolutionnaire, mais moi, je vais vous dire, je ne vois pas pourquoi je ne l'appellerais pas contre-révolutionnaire, puisque lui-même se considérait comme un disciple de Bonald de Maistre. Lui-même, Carl Schmitt, dit la pensée contre-révolutionnaire a fabriqué mon intelligence. Donc, on ne peut pas quand même le reprocher. Alors après, on peut avoir des accords sur Carl Schmitt sur certains points, mais il a indiscutablement puisé sa pensée chez Burke et ses successeurs. Et puis, bon, Maurras, bien sûr, Molnar, hein, grand penseur contre-révolutionnaire, bien oublié malheureusement, Thibon, Gustave Thibon, et puis même, d'une certaine façon, Julius Evola. Mais vous voyez, il y a une grande diversité avec une grande unité, il y a les deux. Et puis il y a des contradictions dans la contre-révolution que tous les contre-révolutionnaires essaieront d'empoigner pour les dépasser, mais nous essaierons de les déterminer, de les énumérer. Alors, maintenant je vais vous parler de l'originalité de cette pensée contre-révolutionnaire, originalité qui est vraiment pas soupçonnée. Hein. On considère que les contre-révolutionnaires, ce sont des grincheux, des gens qui ne sont pas contents de ce qui se passe, mais qui finalement vivent de l'obsession d'un passé révolu. C'est absolument faux. Vous avez un livre qui a été écrit sur ce sujet, qui s'appelle Les Antimodernes, et dans lequel un professeur en Sorbonne nous dit, oui, bon, tous ces penseurs réactionnaires qui n'ont jamais rien inventé de nouveau. Mais c'est faux, c'est absolument faux. Les penseurs contre-révolutionnaires ont inventé beaucoup de choses, et ils ont même créé 3 sciences sociales nouvelles qui n'existaient pas. La sociologie, la linguistique et l'ethnologie. Ce sont des créations de la contre-révolution. Alors, le premier point sur lequel les contre-révolutionnaires vont apporter une pensée tout à fait nouvelle, c'est la notion d'autorité. La doctrine contre-révolutionnaire aborde l'autorité d'une façon totalement novatrice. Les anciennes sociétés, les anciennes monarchies cherchaient l'autorité, à justifier l'autorité à travers une désignation par Dieu ou une désignation mythique, par exemple, avec une descente généalogie plus ou moins inventée, vous savez, la Franciade, les rois de France descendent d'un descendant d'aîné, n'est-ce pas, de Priam et des rois de Troie. Et en même temps, d'autres disent, non, non, les rois de France descendent des rois de Juda. Vous avez d'ailleurs les tympans des cathédrales françaises qui souvent représentent toute la lignée des rois de Juda dont descendraient les rois de France. Évidemment, ça va être quand même très très difficile de justifier une généalogie pareille, ou même la descendance des rois de Troie. Mais c'était comme ça qu'ils le voyaient. Eh bien, les contre-révolutionnaires abandonnent totalement cette façon de voir et ils disent, au contraire, au cœur du pouvoir, il y a le meurtre. Hein, une vision des choses totalement nouvelle. Hein. Tout pouvoir commence par un meurtre. C'est révolutionnaire comme vision des choses. Hein. Et Maistre dit, aucune grandeur n'a de grand commencement. Aucune origine n'est belle. Et tout État souverain, y compris quand il est légitime, prend sa source dans une usurpation. C'est ce que Maistre appelle l'usurpation légitime. Donc au départ, il y a le fait. Mais en faisant ça, en reprenant, en reconstruisant l'autorité à partir d'une base
purement historique. Ils portent atteinte à tous les raisonnements alambiqués et abstraits qui ont été inventés par les révolutionnaires pour justifier le pouvoir. Puisque les révolutionnaires disent oui, c'est la volonté générale, c'est la souveraineté du peuple, c'est un peu des choses tout à fait abstraites et tout à fait incertaines, n'est-ce pas? Et au contraire, les contre-révolutionnaires mettent en place l'idée que le pouvoir est un domaine qui est au départ du pur fait, mais qui acquiert des qualités mystérieuses que la raison échoue à analyser. Et c'est par exemple l'analyse extraordinaire que fait Maistre sur la peine de mort. Hein, vous connaissez ce passage absolument merveilleux de Maistre dans lequel il dit que l'on supprime le bourreau et toute société s'effondre, les royaumes se désagrègent, l'autorité disparaît, etc. Et c'est vrai. C'est vrai que la raison principale pour justifier la peine de mort, c'est que la peine de mort est une condition pour que la souveraineté se perpétue. Un philosophe qui l'a très bien expliqué, ça c'est Pierre Manant, hein, dans un livre qui s'appelle La sagesse des nations, et il montre très bien que, en fait, Maistre avait parfaitement mis en place cette idée, et que dans l'idée de la suppression de la peine de mort et de la légitime défense, parce que c'est la même chose, hein, il y a une volonté de détruire la souveraineté. Et dans la position, et pourtant Manant est un des organes, un des dirigeants des intellectuels chrétiens, et il dit, et l'Église, en prenant position presque de manière dogmatique contre la peine de mort, en fait, c'est parce que pour se venger d'avoir perdu la souveraineté temporelle. Un raisonnement qui est quand même assez intelligent. Hein. Ouais. Donc voilà, les contre-révolutionnaires mobilisent contre la révolution ce qui était son arbre principal, la raison dissolvante. Et ils utilisent la raison dissolvante pour détruire la pensée de la révolution. Et ils vont évidemment mettre en lumière le fait qu'aucune société n'a soumis au suffrage le premier souverain. Aucun État ne peut confondre le gouvernant et le gouverné. Pour la bonne raison que, comme le dit Bonald, dans son style un peu rustaud, pas, à la différence de Maistre, Bonald dit « On ne peut pas à la fois commander le même et lui obéir. » C'est absolument impossible. Et donc, les contre-révolutionnaires vont démasquer les impostures de cette théorie de la révolution. Et Carl Schmitt en est bien l'héritier, puisqu'il nous dit « L'autorité est bonne parce qu'elle fait bien plus que parce qu'elle est. » Donc les contre-révolutionnaires, au départ, vont jeter bas cette théorie que la Révolution a mise en place, et notamment la notion de contrat social. Et là, c'est Bonald qui, à partir de toute sa théorie du langage, dit la société vient d'un contrat, mais excusez-moi, si les gens ont passé ce contrat, il fallait bien qu'ils eussent un langage pour pouvoir savoir ce à quoi ils consentaient. Et le langage suppose déjà la société, puisque pour apprendre une langue, on doit déjà vivre en société, puisque la langue, on ne l'a pas de naissance, n'est-ce pas? Tous les philosophes médiévaux qui supposaient, hein, y compris les expériences de Friedrich de Hohenstaufen, sur le langage inné de l'humanité. Évidemment, c'est une absurdité. Si vous n'apprenez pas le langage à un enfant, il ne sera jamais capable de parler, c'est tout. Et ce sera un infirme. Donc voilà, cette notion, elle est totalement nouvelle, et elle est alors proprement scientifique. Elle utilise les procédés de la science pour démolir les présupposés de la société démocratique, présupposés qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Hein?
nos constitutions sont toujours fondées sur cette notion de contrat social. Alors qu'à présent, évidemment, le contrat social est une chose absurde. Bon. Et là, les contre-révolutionnaires vont reprendre également une autre notion, qui est celle de tradition. Burke va contester cette nouvelle prétention humaine à vouloir refaire le monde à chaque génération que nous connaissons aujourd'hui et qui est toujours en place. Et il oppose à cette idéologie volontariste la valeur des habitudes anciennes, des idées transmises et assumées, auxquelles, par provocation, il laisse le nom que ses ennemis lui ont donné, le préjugé. Et il nous dit, en prenant à contre-pied toute l'épistémologie cartésienne, nous avons suivi la maxime de ne jamais nous écarter, ni entièrement, ni d'un seul coup, de la voie de nos ancêtres. Car le préjugé, c'est le vêtement d'une raison cachée. Et ça, c'est fondamental. Il montre également, Maître Burke, que les institutions ne sont rien sans la coutume qui les nourrit. Donc, une réhabilitation de la tradition. Et cette réhabilitation, comme il est anglais, il ne va pas la développer de manière très abstraite, mais par la suite, ceux qui sont ses disciples, notamment Bonald et Maistre, vont reprendre cette notion de tradition en donnant des définitions et en la fondant en raison. C'est-à-dire que la tradition, ainsi conçue, aboutit au traditionnalisme. Et là, je voudrais attirer votre attention sur un point également tout à fait nouveau que les contre-révolutionnaires mettent en jeu. Et c'est ce que j'ai mis sur mon livre. Vous avez vu l'image, j'ai pris comme image un tableau de Magritte qui représente un château sur un rocher qui est suspendu en l'air. Eh bien, c'est pour marquer cette démarche qui est celle des contre-révolutionnaires. Car les contre-révolutionnaires se réfèrent à la tradition, mais tout en reconnaissant qu'une fois brisé le lien de la tradition, on ne peut plus l'utiliser tel que, pour la bonne raison que dans la tradition, il y a un élément d'infraconscience. Et à partir du moment où vous justifiez la tradition avec votre raison, vous la faites passer dans le domaine de la conscience. Et à partir de ce moment-là, elle change de nature. Et c'est comme ça, et oui, elle change de nature, bien sûr, parce que la tradition, la caractéristique de la tradition, c'est qu'elle est diverse. Elle est le résultat d'une sédimentation. Quelquefois de choses différentes, même quelquefois contradictoires. Mais on l'accepte tel que parce que c'est comme ça qu'on a fait, que ça a marché. Ça a été bienfaisant dans le passé, ça fait partie de notre héritage. Mais à partir du moment où on vous montre ces contradictions, à ce moment-là, la raison ne s'accommode plus des contradictions. Donc, la tradition, pour revenir à la tradition, il faut d'abord passer par un échafaudage artificiel qui est le traditionnalisme. Et c'est comme ça que les contre-révolutionnaires vont mettre une nouvelle manière de penser en place. Alors comment renouer le fil rompu de la tradition? Aucun doctrinaire de la contre-révolution ne semble avoir répondu nommément à cette objection, mais dès le départ, cette contradiction fait l'objet d'une volonté de dépassement. Et l'idée, c'est que la tradition, une fois qu'on l'a fait passer dans la raison, on se la réapproprie et on va la conquérir par un rude labeur, et ainsi il y a un côté nécessairement critique dans l'assimilation de la tradition, ce que disait Maurras, la vraie tradition est critique. Et d'ailleurs, une chose également, c'est que les contre-révolutionnaires montrent bien que la tradition, c'est pas seulement le mémoire, mais c'est également l'oubli. Quelquefois, il y a des choses dont il vaut mieux ne pas se souvenir.
Et je pense que si les Romains avaient toujours conservé à l'esprit le fait que pendant 2 siècles, ils ont été complètement écrabouillés par les Étrusques et dominés par eux, peut-être qu'ils n'auraient pas eu cette floraison de courage et d'héroïsme qu'ils ont manifesté. Et c'est vrai, la tradition, c'est la mémoire et c'est l'oubli. Et on n'a pas toujours intérêt à à passer la tradition au décapant, n'est-ce pas? La mettre à la machine à laver. Hein. Si demain on dit, ben oui, mais maintenant on s'aperçoit que le Christ est né le 1er avril, eh ben il est probable que la fête de Noël, on prendra un coup. Hein. Et ça va être difficile de faire fêter le Noël le 1er avril. Comment? Et ne fêtez pas juste dans la foulée. Voilà. Ne fêtez pas juste après Noël. Une autre création des contre-révolutionnaires, c'est la notion de société. Alors ça vous paraît quelque chose d'incroyable, comment la société, c'est pas comment la société? Si, bien sûr. Parce qu'il faut savoir qu'avant la contre-révolution, on ne parle pas de la société. La philosophie ne prend pas en compte la société. Et là, la contre-révolution s'oppose non seulement aux Lumières, qui ne considèrent que les individus, mais même avec, d'une certaine façon, la pensée médiévale, et même, d'une certaine façon, la pensée antique. Car la pensée antique considère la philosophie du point de vue de l'individu. Or, la particularité des anciens Grecs, de nos pères les Grecs, c'est ils ont une philosophie individualiste, mais ils ont une morale holiste. Et oui, parce que les Grecs avaient la chance d'avoir un maître de morale qui était Homère, et les philosophes qui s'occupaient de former l'esprit dans le but d'atteindre la sérénité. Pas la vérité, mais la sérénité. Il faut voir que la vision des Grecs était très différente de la nôtre à ce niveau-là. Et donc, les contre-révolutionnaires disent non, la société existe, et ils vont justifier le holisme. Le holisme qui va être constamment développé par Bonald, par exemple, qui lance fièrement, d'autres ont défendu la religion de l'homme, je défends la religion de la société. Et Maistre affirme la préexistence de la société sur l'homme, et il continue sur sa lancée en montrant que cette constatation, prouvée par l'archéologie, l'anthropologie, la paléontologie, s'applique également au pouvoir politique, car celui-ci est lié indissociablement à l'être social. Et il nous dit, il n'y a jamais eu de société sans Dieu, il n'y a jamais eu de nation sans chef, il n'y a jamais eu de Dieu sans prêtre, ni de chef sans soldat, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de religion sans ministre, ni de force publique sans agent. Et là, il y a une certaine remontrance respectueuse de la pensée médiévale là-dedans. Il faut voir que c'est un aspect bien plus novateur que la pensée révolutionnaire à ce niveau-là. Et Bonald nous dit, tout se passe comme si la société était un être mystérieux, existant par lui-même indépendamment des individus et différent de leur réunion, comme si la société sans les individus possédait un système de vérité, comme si l'enseignement quelconque donné par la société à chacun de ses membres n'était pas toujours et nécessairement une transmission orale d'individus à d'autres individus, comme si les notions, les sentiments communs à toute l'espèce pouvaient avoir leur cause et leur raison ailleurs que dans la nature même des individus ou dans les facultés également données à chacun par le créateur de son existence. Enfin, comme si ce n'était pas roulé dans le cercle ridicule d'expliquer la nature humaine et les lois primordiales de son intelligence par la société. C'est une vision des choses complètement nouvelle. Ça, c'est une chose qu'on a complètement perdue de vue. Et le résultat de tout ça, c'est que comme la société préexiste à l'individu, et que l'individu ne peut pas avoir de véritable existence sans la société, parce que la morale, la vision holiste du monde y conduit, eh bien, ils vont également porter atteinte, porter le marteau sur cette notion ô combien négative des droits de l'homme. Et tout simplement, il ne peut pas y avoir des droits de l'homme
nous dit Bonald et Maistre, tout simplement parce que l'homme n'existe pas. Et ce célèbre passage de Maistre, il n'y a point d'homme dans le monde, durant ma vie j'ai vu des Français, des Italiens, des Russes, je sais grâce à Montesquieu que l'on peut être persan, quant à l'homme, je ne l'ai jamais rencontré, et s'il existe, c'est à mon insu. Démarche tout à fait nouvelle. Et de même, la contre-révolution va mettre en exergue la famille. Alors là encore, il faut bien savoir que la notion de famille, ce n'est pas du tout une notion qui est défendue par les conservateurs avant la Révolution. Seule la famille est un objet d'étude pour la théologie morale. Mais la société n'éprouve pas du tout, les penseurs de la société n'éprouvent pas du tout la nécessité de parler de famille parce qu'elle est une évidence. Et je dirais même que certains théologiens contestent l'existence d'une certaine forme de famille. En particulier la famille souche. Il faut voir le Concile de Trente, ce que le Concile de Trente dit sur ce point. Eh bien, les contre-révolutionnaires vont porter atteinte à la théorie de Locke, qui justement conteste que la famille soit créatrice, en disant que la famille est au cœur même de la nature sociale de l'homme, qu'on ne choisit pas d'y naître, nous ne la créons pas, mais elle nous crée. Car la famille est le lieu privilégié de la transmission des traditions, des spécificités, des différences. La famille est également le siège de l'identité généalogique, les liens du sang. C'est en elle qu'un facteur de marquage transmissible et irremplaçable se forge. Mais, vision des choses qui est tout à fait nouvelle à l'époque où elle est formée. Les contre-révolutionnaires vont également mettre en place une nouvelle notion de liberté. Pour les contre-révolutionnaires, la liberté, ce n'est pas du tout une parcelle arithmétique de souveraineté. Certainement pas. La liberté, c'est un pouvoir, c'est tout. Et un pouvoir qui est issu de la nécessité de résister à l'État sans pour autant nier sa légitimité. Et Bonald va reconstruire ce dont les hommes du XVIIIe siècle n'étaient pas conscients, même si quelquefois ils l'appliquaient, mais ils n'en étaient pas conscients, qu'en fait, l'État est naturellement centralisateur, mais que, même en étant dévoué à l'État, on doit pouvoir lui résister légitimement quand il porte atteinte aux libertés locales, corporatives, familiales, etc. Et ça, c'est une pensée qui a vu le jour d'abord en Allemagne avec Justus Moser, qui ironisait en 1772 sur le rôle de l'administration centrale, et ces messieurs d'administration centrale aimeraient voir toute chose réduite à quelques principes simples. Si on les laissait faire, les tâches seraient dirigées sur le modèle d'une théorie universitaire. Chaque conseiller donnerait ses ordres aux représentants locaux en fonction du plan général. C'est là le chemin du despotisme qui veut tout diriger par la force en appliquant un petit nombre de règles et perd ainsi le bénéfice de la variété. La diversité du monde. Voilà nos contre-révolutionnaires qui redécouvrent ce principe infiniment précieux et qu'on a tendance à abandonner, même à détruire, la diversité du monde. Voilà. Une autre théorie, un autre domaine dans lequel la contre-révolution va apporter un élément tout à fait nouveau, c'est la notion de la guerre. Car les contre-révolutionnaires montrent quelque chose qui avait tendance à être considéré comme une monstruosité à cette époque des Lumières, à savoir que la guerre est l'état naturel de l'homme. La guerre n'est pas le résultat de notre méchanceté, elle est le résultat de la nature humaine. Car c'est précisément ce qui détermine la différenciation de l'homme avec les animaux qu'il applique, qu'il est capable de mener la guerre. Et ça,
tous les anthropologues l'admettent. C'est les contre-révolutionnaires qui ont mis en lumière cette réalité, n'est-ce pas, hein? Mais la guerre, elle est un état naturel de la société. Ce sont les hommes qui se font la guerre. Ce n'est pas les animaux. Hein? Alors, Maistre, par exemple, écrit, parce qu'il a un style extrêmement brillant, Maistre. Maistre c'est un plaisir de lire Maistre. Bonald, c'est un peu plus lourd, mais c'est rigoureux. Mais Maistre nous dit ceci: non seulement l'état militaire s'allie fort bien en général avec la moralité de l'homme, mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il n'affaiblit nullement ces vertus douces qui semblent les plus opposées au métier des armes. Et il poursuit par cette phrase plaisamment choquante: le spectacle épouvantable du carnage n'endurcit pas le véritable guerrier. Au milieu du sang qu'il fait couler, il est humain comme l'épouse est chaste dans les transports de l'amour. Merveilleux. Extraordinaire. Ça vous choque? Je suis sceptique. Comment? Sceptique. Ça fait oublier d'un autre. Très sceptique. Ah oui, mais ça, c'est clair. Donc la guerre n'est pas un produit de la volonté humaine, mais un état permanent de la création. Et c'est Bonald qui va développer la pensée de Maistre sur un point particulier, de montrer la différence fondamentale entre la guerre de république et la guerre des monarchies. Dans les monarchies, la guerre se fait avec la passion d'un seul, le roi, et l'honneur de tous. Dans les républiques, elle se fait avec l'honneur d'un seul, le général, et la passion de tous, puisqu'elle substitue au respect de l'ennemi la haine de l'ennemi, puisque la guerre républicaine, les guerres de la démocratie, substituent à l'hostis, l'ennemi que l'on respecte, l'inimicus, l'ennemi de guerre civile, que l'on se fait un devoir de haïr et d'exterminer. Et puis, la contre-révolution va également donner une justification de la religion, montrant que le religieux est un point central. Il peut exister des contre-révolutionnaires protestants, catholiques, incroyants, agnostiques, païens, et même, sous certaines conditions, athées, mais la contre-révolution ne peut être ni anti-religieuse, ni irreligieuse. Car la religion est un trait distinctif de l'homme. C'est ce que Vico expliquait, quand il disait: sans religion, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des bestioni. La religion recouvre tous les niveaux de l'ordre du monde. C'est la religion qui nous permet d'être en conformité avec l'ordre du monde et qui définit les limites à ne pas transgresser afin de ne pas le perturber. Et ça, c'est une chose que les contre-révolutionnaires ont montré, en montrant également combien la pensée révolutionnaire est une malversation de la religion, qui utilise les techniques et les raisonnements de la religion au profit de ce qui en est le contraire. Et Donoso Cortés, par exemple, contre-révolutionnaire espagnol très brillant, nous dit: les doctrines révolutionnaires ne sont que des ruses de la religion. Et donc, effectivement, nous assistons depuis la Révolution à une interpénétration permanente entre les idées de l'humanisme révolutionnaire et une certaine religion. Qu'elle soit chrétienne ou juive, d'ailleurs, hein, ou islamique aujourd'hui. Alors, conclusion de tout ça. J'espère que je ne vais pas parler trop longtemps. Non. Conclusion. Eh bien, la contre-révolution a donc été un courant de pensée extrêmement important qui a créé, je vous dis, 3 nouvelles sciences fondamentales de la pensée humaine, n'est-ce pas? C'est une pensée qui est extrêmement riche, qui a influencé énormément de penseurs, même lorsqu'ils ne partageaient pas l'adhésion à cette école. Et pourtant, la contre-révolution a échoué. Molnar nous dit: la contre-révolution a une théorie ferme et une action débile. Et pourquoi? Eh bien, à cause
entre autres choses, d'une contradiction. Une contradiction qui est très grave. C'est que, très majoritairement, la contre-révolution veut à la fois la conservation et le renversement. C'est ça un très gros problème. Vous voulez renverser le désordre établi, mais attention, en préservant soigneusement tout ce que ce désordre établi conserve encore d'ordre subsistant. Ce qui évidemment est impossible, n'est-ce pas? C'est un peu comme quelqu'un qui voudrait réparer une voiture, mais attention, chaque fois qu'il démonterait une pièce, ah non, non, pas ça, non, ça c'est d'origine, ça marche très bien, c'est pas la peine de démonter, mais si, mais si. Si vous voulez renverser l'ordre établi, il ne faut pas y aller moitié. Hein? Et il ne faut pas sans arrêt se lamenter sur ce que l'on fait disparaître. Ça, c'est une chose qui est quand même très importante. Très importante. Et en fait, c'est une situation qui conduit souvent à une faiblesse de la contre-révolution par rapport aux contre-révolutionnaires qui, eux, se fichent éperdument de ce qu'ils détruisent. Quand les révolutionnaires s'attaquent à la langue, par exemple, bon, ils ont réussi quand même à détruire, à abîmer la langue française de manière considérable, hein, les révolutionnaires, volontairement, à travers la méthode globale, tout ce que vous voudrez, la destruction de la concordance des temps, et bien d'autres choses encore. Ben, les révolutionnaires, ils font ça, ils se fichent éperdument de ce qu'ils démolissent, parce qu'ils poursuivent leur but. Et quand vous poursuivez un but, vous ne pouvez pas en poursuivre trois autres à la fois qui ne sont pas compatibles. Alors, bien sûr, le résultat, c'est que les contre-révolutionnaires subissent la guerre civile et se défendent de la pratiquer, alors que c'est précisément la règle du jeu que les contre-révolutionnaires nous imposent. Voilà. Thomas Molnar nous dit « Il semble que les contre-révolutionnaires, cherchant à préserver les structures existantes, s'adressant à la réalité concrète, créent toujours l'impression de défendre quelque chose de temporaire. Autrement dit, ils cherchent à atteindre deux cibles à la fois avec un fusil à un coup. » Ce qui est quand même difficile. Une autre faiblesse de la contre-révolution tient au vocabulaire, la faiblesse du vocabulaire. Ah, ça c'est très important. Ça c'est une chose auquel nous sommes en permanence confrontés dans le militantisme de tous les jours. C'est que les mots que l'on utilise sont soit connotés de façon péjorative, autorité, corporatisme, hérédité, nationalisme, ordre, sacrifice, patrie, race, identité, frontière, soit accaparés par l'adversaire qui a fait prévaloir, pour certains mots, un sens partisan. Par exemple, social, liberté, tolérance, homme, humanité, humanisme, solidarité, universel, égalité, insurrection, révolte. Tous ces mots sont des mots piégés. Moi, je serais partisan, c'est une provocation, hein, mais j'ai dit à M. Fabrice Ajache, pourquoi est-ce que vous vous obstinez à utiliser ce mot d'homme? Bon, attendons 100 ans, peut-être que le mot retrouvera son sens véritable. Mais homme, ben, bien sûr, quand on parle d'homme, je combats pour l'homme, vous avez partout le Conseil général de guerre homme pour défendre l'homme, et puis voilà, qu'est-ce que ça signifie? Mais ça ne signifie pas du tout défendre le droit naturel. Et les gens qui le lisent, le paysan du Lauragais qui voit ça, il ne dit pas on va défendre le droit naturel. Mais non, ça veut dire qu'il faut l'humanité, une espèce humaine unifiée, etc. C'est ça que ça signifie. Et tout le monde le voit comme ça. Donc il vaudrait mieux ne plus utiliser le mot d'homme. Bon, il n'a pas apprécié, hein, Ajax. Oui, mais je le comprends. Ben, vous le comprenez, d'accord. C'était une provocation. Mais je vous comprends. Mais je pense qu'effectivement, il y a des mots qui sont par nature, qui deviennent extrêmement difficiles à utiliser. Et le message révolutionnaire décline, surtout dans tous les registres, un discours de libération et d'émancipation, en promettant la lune, hein, en annonçant un monde nouveau, où les contraintes du passé et de la nature ont disparu. Et ça, évidemment, c'est plus séduisant que les contre-révolutionnaires qui disent « Ah non, attention, il faut être... La vie est dure, il faut appliquer les règles de la vie qui nous imposent des contraintes. » Là, vous n'êtes pas entendu. Hein. Vous savez, c'est que dans une classe qui est chahutée, l'élève à qui on dit « il faut travailler et pas s'amuser », pas avoir beaucoup de chances d'être entendu.
Et donc ça aboutit à une réticence à soulever le peuple, et il est évident que plus le temps passe, plus il est difficile d'ameuter le peuple, parce que les généraux monarchistes, ils n'existent plus, si tant est qu'ils ont existé. Les préfets de police réactionnaires, il n'y en a plus non plus. Hein, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, et on n'a pas d'autre solution que d'ameuter le peuple. Mais, les choses à ce niveau-là sont en train de changer. Pourquoi? Mais oui, elles sont en train de changer. Nous les voyons changer. Dans la mesure où les choses qui pouvaient être maintenues dans l'ordre existant ont été très largement détruites. Nous vivons dans une société faite de ruines. Et tous les stratèges vous diront qu'il n'y a rien de plus difficile à détruire que les ruines. Donc, après tout, les élites nous ont trahis. Il faut se souvenir d'un cardinal qui était un personnage extrêmement brillant et qui, en pleine fin du XVIIIe siècle, avait compris comment il fallait faire avec la Révolution. C'était le cardinal Ruffo, qui était l'arrière-grand-oncle de la reine Paola de Belgique. Et le cardinal Ruffo, à Naples, avait affaire à des élites qui avaient trahi. La noblesse avait trahi, elle était entièrement passée aux idées révolutionnaires. Et le roi de Naples s'était réfugié en Sicile, et il était entouré d'un petit nombre de gentilshommes fidèles, et il ne savait que faire pour récupérer son royaume. Et le cardinal Ruffo lui dit, donnez-moi 32 gentilshommes et une barque, et je vous reconquiers votre royaume. 32. Alors je ne sais pas si le nombre avait un sens mystique, je ne sais pas. Mais, et il débarque, et puis là il commence à dire aux gens, écoutez, les nobles vous ont trahi, il faut les tuer, allez brûler leur château, récupérer, et puis allez-y, ils sont des traîtres, il faut les punir. Évidemment, tous les gens s'y mettent. Hein, et puis, et c'est comme ça qu'ils chassent les Français de Championnet, qui sont chassés au milieu de la honte générale, parce que les gens, le peuple a réussi à se venger d'une aristocratie qu'il avait trahie. Et d'ailleurs, ils sont conduits par un homme qui s'appelle Michele Pezza, que nous, Français, nous appelons Fra Diavolo. Et cet homme, cardinal Ruffo, obtiendra pour lui le titre de duc. Lui, il était muletier de son métier. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on n'a plus de gants à prendre. Avec la grande bourgeoisie qui brade tous nos héritages. On n'a plus de précautions à prendre. Il faut s'unir au peuple, même au bas peuple, pour renverser, comment? Gilets jaunes. Par exemple. Mais parfaitement, vous avez tout à fait raison. Ma chère Françoise, vous avez tout à fait raison. Les gilets jaunes, par exemple. la voiture et les voisins commencent à me... Eh bien oui, c'est ça. Pareil pour moi. C'est les gilets jaunes dans la vie. Donc, voilà. Hein, la contre-révolution nous apprend qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Et il faut montrer en permanence comment la pensée de la modernité révolutionnaire se sépare chaque jour un peu plus de la réalité. Ainsi, nous réussirons à réaliser les buts de la contre-révolution, qui s'identifiera avec ce que disait Socrate, ce qui disait Nietzsche plutôt à propos de Socrate. Il disait Socrate a retourné l'esprit humain, en ce sens que avant Socrate, l'instinct était créateur et la raison critique. Eh bien, avec la contre-révolution, on retrouvera l'instinct créateur qui est la nécessité de survie pour notre société et nos héritages.
Merci de votre attention. Qui pose une première question? Vincent Toquet, arrivé. Tu as eu le début du film? J'ai eu le début, oui. Question, Nadia. Oui, oui, vous avez commencé l'exposé en disant que le communisme était aujourd'hui mort. Et Oui. bien, je me permets de ne pas être d'accord. Parce que je pense qu'au contraire, alors déjà, l'idée marxiste, il me semble, est quelque chose, c'est une face d'une médaille qui prétend être du côté du prolétariat, mais ce n'est qu'une façade. Et en vérité, c'est l'autre face, c'est la face de ceux que le communisme prétend combattre. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a, on nous fait croire qu'il y a deux choses différentes, mais en fait c'est la même. Et c'est cette très très grande bourgeoisie qui prend un aspect différent pour tromper la population et pour imposer ses visions. Et pourquoi est-ce que je pense que la révolution, cette vision bolchevique, marxiste, n'a pas perdu? C'est parce que actuellement, les gens qui sont au pouvoir sont des gens qui étaient, en fait, qui sont des trotskistes. C'est le trotskisme qui a gagné, qui est en tout cas qui en ce moment a le pouvoir, et donc le bolchevisme domine, et quoi qu'on ait l'impression qu'il a disparu, parce que l'URSS a disparu, donc il faut faire une très grande différence entre bolchevique, entre stalinien et trotskiste, et actuellement ce sont les trotskistes qui ont le pouvoir dans l'Occident. Ça, c'est ma théorie. Alors écoutez madame, moi je comprends ce que vous me dites, et je ne peux pas vous donner tort, mais il faut savoir de quelle définition on parle, vous comprenez? Évidemment, il est vrai que quand vous voyez les néocons américains, ce sont d'anciens trotskistes qui prétendent agir conformément à leurs idées. Vous avez raison. Enfin, cela dit, il est clair que le matérialisme historique tel qu'il est développé par le manifeste du Parti communiste, bon, excusez-moi, aujourd'hui, il ne soulève plus aucun enthousiasme. Non, il ne soulève pas d'enthousiasme, mais n'empêche qu'on est en voie de l'appliquer. Nous avons parlé tout à l'heure de la notion de propriété, et je voudrais faire le rapprochement avec le programme de ce manifeste du Parti communiste, qui a parmi les 10 premiers points les plus importants, l'abolition de l'héritage. C'est-à-dire la suppression de la propriété privée, comme dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est pas propre aux marxistes, les libéraux aussi. Il y a des libéraux qui sont tout à fait hostiles à l'héritage. Là, vous êtes dans un substratum idéologique qui n'est pas propre aux marxistes, mais que beaucoup de libéraux ont mis en place. Il y a des libéraux qui ont inventé l'idée d'une monnaie qui se délite sans arrêt, hein, qui perd de sa valeur au bout de 3 ans, votre monnaie n'a plus d'argent, donc on est obligé de la dépenser, etc. Donc, cette spoliation dont vous parlez, elle n'est pas propre au marxisme. Elle se trouve effectivement dans cette vision utopique du monde dans laquelle l'économie est considérée comme devant être l'essentiel de l'ordre social et l'absence d'ordre social. Mais le libéralisme partage ces idées également. Alors si nos amis du cercle Bastia étaient là, peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord, mais on va le démontrer. Est-ce qu'il y a une si grande différence entre les propositions bolcheviques et les propositions libérales? Il y a des différences et il y a des similitudes. De nature, pas seulement d'apparence, mais de nature. Il y a des similitudes et il y a des différences.
Françoise? Alors, au tout début, vous avez, disons, dit que le mot contre-révolution, c'est dommage, on aurait pu trouver quelque chose de différent, que ramener à cette idée de révolution. Alors, c'était pour dire, moi je trouve qu'au contraire, c'est très bien, c'est comme la contre-réforme, au moins ça a le mérite d'être clair, voilà, plutôt que d'aller trouver d'autres, etc. Michel? Non, attends, je n'ai pas fini. Ah bon, non, mais je croyais que... Ça suffit les types traditionnels. Hein, bon. Non mais vous avez raison, moi je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que j'utilise Voilà, le terme bien. de contre-révolution, Alors, mais effectivement on peut dire que ça aurait été mieux s'il y avait pu y avoir, si on avait pu trouver un mot qui exprime correctement la pensée et en même temps qui ne se réfère pas à l'ennemi, mais bon, on l'a pas trouvé, ça fonctionne bien comme ça. donc à propos des contre-révolutionnaires, qui ne sont pas toujours très cohérents en voulant conserver et renverser, vous avez parlé de tout. Voilà. Alors justement, ma question, c'est à propos de la linguistique, les révolutionnaires à l'école, les problèmes de la lecture globale, etc. Enfin, détruire ce patrimoine du langage. Alors, un contre-révolutionnaire cohérent, il ferait quoi là, à ce propos? Le contre-révolutionnaire cohérent, il doit parler une langue pure, pour une raison bien simple d'ailleurs, c'est que pour que la pensée soit claire, il faut avoir une syntaxe qui soit complète, hein, qui permette de respecter le génie de notre peuple. Oui. Hein, alors il est évident qu'on ne peut pas larguer cette langue, on ne peut pas la laisser... oui, mais... il n'est pas question d'accepter comment appelle-t-on ça le fait de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive. Voilà, bien entendu, il n'est pas question de faire ça. Il n'est pas question d'abandonner le subjonctif. Bien sûr. Donc les contre-révolutionnaires acceptent ça? Non. Non, c'est exactement. Mais non. Mais Il quand n'a pas on de dit que c'était pas cohérent, c'est quoi? Non. On parle, l'exemple du ça, langage, mais quoi, c'est pas parce que nous allons défendre le langage que nous perdrons notre temps à le faire. C'est pas ça qui va obérer notre combat. Mais effectivement, si vous dites on peut pas, on doit préserver, par exemple la CGT qui fait des grèves, elle fait des grèves, mais ça contribue à augmenter le déficit de la balance des paiements français. Ça n'a aucune importance. Et un exemple qui est très clair et qui est souvent utilisé à la RF aussi, c'est le régionalisme. Vous avez des gens qui disent, c'était le cas de Pujol d'ailleurs, je n'étais pas du tout d'accord avec lui, Pujol disait, il ne faut pas trop défendre le régionalisme parce que en République, ça conduit au séparatisme. Alors là, moi, je ne suis absolument pas d'accord. Hein. Non, mais Merci, Pierre. parce que je viens de comprendre grâce à vous que je suis une vraie contre-révolution. Ah, ben, dans D'autres questions, Michel? Oui. Eh bien, Pierre, tu es d'audacieux paradoxes par rapport aux clichés, aux idées reçues. La contre-révolution, c'est le parti de l'ordre. La révolution, c'est le parti de l'émeute. Toi, tu renverses ça. C'est-à-dire que tu souhaites la contre-révolution aille dans l'émeute. Et puis, elle est pragmatique. Très pragmatique. Il y a quand même des grands principes, il semble, quand même. Très pragmatique. Et au contraire, la révolution, c'est religieux et c'est un ordre frelaté. Hein. Burke dit une métaphysique adultérée. Oui, non, mais je pense que Malversation. tu as raison. Bon, les idées chrétiennes du Foll, ça donne les idéologies révolutionnaires, entre autres. Donc il était évident que c'est le christianisme. Je dirais même, il y a dans le christianisme un double aspect, qui est un aspect de toute façon, il est la source de tout ce monde moderne, à mesure où l'homme nouveau, pour un pré-chrétien, ça n'a pas de sens. Or, tu verras, de la publicité
aux campagnes municipales et compagnie, c'est toujours une terre nouvelle, un homme nouveau, etc. Pour ça, c'est sûr. Le messianisme. Alors, je voulais te poser une question qui, pour moi, n'a jamais été explorée, peut-être que c'est mon ignorance. Comment se fait-il que les premiers romantiques, alors je pense à Chateaubriand, Lacordaire, etc., étaient au départ contre-révolutionnaires et sont retrouvés révolutionnaires en partie. En France, en tout cas. Il y a une sorte de... Alors bon, j'y vois une sorte d'historicisme, ou peut-être une dérive du providentialisme vers une adoration de l'histoire. Bon, Bref, on va laisser Pierre répondre. oui, Non, mais il peut développer, c'est très intéressant comme... ces gens-là acceptent que les œufs, ils reconnaissent que les œufs sont cassés. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc pour arriver à cette troisième phase parfaite, il faut d'abord faire la destruction, la table rase. Voilà, c'est un point qui me semble... Le romantisme, alors c'est un sujet extrêmement intéressant et qui motive d'ailleurs des polémiques très importantes parmi les contre-révolutionnaires. Notamment la théorie de Maurras, qui lui considère que le romantisme est en soi intrinsèquement révolutionnaire, à l'opposé de Taine, qui lui dit pas du tout, la contre-révolution est fille du romantisme. Donc, opposition totale entre Maurras et Taine. Et puis, vous avez un autre personnage, c'est Carl Schmitt, qui intervient ensuite et qui développe, qui arrive à des conclusions identiques à celles de Maurras, mais avec une argumentation complètement différente. C'est très intéressant, ce sujet. Alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que la contre-révolution, à ses débuts, effectivement, elle n'est pas sans influence, elle a reçu des influences de la part de ce XVIIIe siècle, un peu mystique, et qui était d'ailleurs, qui s'exprimait beaucoup dans les sociétés de pensée, par la maçonnerie. N'oublions pas quand même que Maistre était maçon. Hein. Il n'a jamais renié la maçonnerie. Hein. Maistre, jusqu'à son dernier souffle, il est maçon. Bon, la maçonnerie n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et en Savoie, elle n'était pas non plus ce qu'elle était. Enfin, les choses ont beaucoup évolué. Hein, voilà. Mais en particulier, il y a un personnage que l'on appelle le philosophe inconnu, et qui s'appelle Claude de Saint-Martin, et qui a écrit pas mal d'ouvrages sur la religion cachée, sur une communication avec Dieu qui se fait dans la théosophie, etc. etc. Et Maistre, par exemple, a été un grand lecteur de Claude de Saint-Martin. Il y a effectivement un certain nombre de contre-révolutionnaires qui ont été très influencés par cette pensée pré-romantique. C'est vrai. Et d'ailleurs, Burke lui-même est un pré-romantique. Il a écrit sur la définition du beau un livre dans lequel il commence avec les prémices du romantisme. Burke, et pourtant, Burke, Dieu sait si le Burke est contre-révolutionnaire. Donc, Maurras a-t-il tort de dire que la contre-révolution est totalement opposée au romantisme? Et il a tort et il a raison. Il y a des aspects qui vont dans un sens et dans l'autre. Maurras a voulu faire de l'anti-romantisme, du classicisme un absolu, mais il est vrai qu'il y a dans le classicisme une certaine façon de concevoir un monde artificiel. Et ceci, on le trouve dans un événement du grand siècle, qui est très important, c'est la querelle des anciens et des modernes. La querelle des anciens et modernes, c'est très amusant, parce que là, vous avez également, c'est également une date, hein, au cours de laquelle l'esprit public va changer et la pensée qui va devenir par la suite la pensée révolutionnaire se forme. Alors, paradoxalement, les anciens comme les modernes
se définissent un seul but, servir le roi Louis XIV, et sa vision du monde, et la gloire du roi. Alors, ils ont le même but, mais ils vont le faire d'une façon très différente. Alors, les modernes ont une tête de fil qui s'appelle Perrault, et celui qui a fait les contes, vous savez, et puis les anciens, c'est Boileau qui les conduit. Et que disent-ils? Eh bien, les modernes disent, écoutez, les anciens, cette mythologie des anciens, faut arrêter. Ce sont des choses, ce sont des mythes qui sont sinistres, cruels, ce sont des mythes de cannibales, hein, on va arrêter avec ça. Les anciens, bon, l'Antiquité, c'est une vision naïve, et puis c'est une vision collective, alors qu'une œuvre créée par un seul est toujours plus parfaite et plus cohérente qu'une œuvre créée par plusieurs. Homère, par exemple, c'est truffé de fautes, c'est truffé d'erreurs, il y a énormément d'incohérences, etc. Et les modernes vont condamner les anciens au nom d'une raison universelle et présente. Alors que les anciens justifient l'Antiquité par le fait que chaque peuple, chaque époque a sa façon de voir et qui lui est propre, et qu'on ne peut pas juger une société ni des œuvres littéraires à l'aune de principes qui n'étaient pas connus de son temps. Et là, il y a une différence fondamentale. Et je dois dire que sur ce plan-là, Maurras, je le dis, je vais peut-être me faire assassiner par le noble auditoire auquel je parle, mais Maurras, il s'inscrit plutôt dans la ligne des modernes. Hein? Quand il visite la Grèce, il va avec ses camarades, il va tout seul d'abord, il va se recueillir au Parthénon, il embrasse tendrement les colonnes du Parthénon et leur divine substance, n'est-ce pas, le marbre du Pentélique, et après ça, ses camarades lui disent « Tu veux pas venir visiter Olympie ?» Et il dit non. Maintenant que j'ai vu le Parthénon, je ne veux plus rien voir parce que ce ne sont jamais que des ébauches, alors que j'ai vu l'œuvre achevée. Façon de voir, typiquement moderne. Moi, j'avoue que je ne partage pas ce point de vue-là. Et en ça, je suis romantique. Parce que j'estime qu'une œuvre qui témoigne d'une origine, même maladroite, mérite quand même qu'on soit touché par l'esprit de ceux qui l'ont fait. Et j'avoue que quand je vois les idoles des Orcades, qui sont le premier art grec, je trouve qu'il y a une forme de perfection dans ces idoles qui pourtant sont très naïves. Ah. Ça, si vous voulez, c'est la façon que Maurras voit le jeu. Maurras a exagéré, sans doute. Il est allé trop loin dans ce domaine. Les observations qu'il fait sont justes, mais il va trop loin. Et tu avais tout à fait raison, Michel, de parler de la France, parce qu'en Allemagne, le romantisme n'a pas du tout le même aspect. En Allemagne, le romantisme, au contraire, est très fidèle au Moyen-Âge, quelquefois de manière un peu ridicule. Les poètes romantiques se déguisent en troubadours du Moyen-Âge ou en Minnesänger du Moyen-Âge. Bon, très bien. Et Carl Schmitt, c'est Carl Schmitt qui va alors là, venir à la rescousse de Maurras, en arrivant à des conclusions pratiquement dans les mêmes termes. C'est très amusant. Mais alors lui, il s'appuie sur toute autre chose, et il trouve la racine du romantisme dans les poètes anglais du XVIIe siècle. Et puis il dit, Carl Schmitt dit tout simplement, le grand problème des romantiques, c'est qu'ils ne respectent pas le vrai. Ils ne cherchent pas la vérité historique, par exemple. Ils cherchent la jouissance par la contemplation, il cherche une émotion personnelle.
Mais ils ne respectent pas la vérité. Et les romantiques se fondent sur l'épigénèse en disant que tout peut arriver, l'improbable peut se produire. Alors que Carl Schmitt dit non, non, l'improbable ne se produit pas. Hein. Le aujourd'hui est le fils d'hier, et ce qui s'appelle le rapport de force qui existait hier, ben, il se perpétue aujourd'hui, ils se renforcent, ils évoluent selon des règles qui sont connues. Donc vous voyez, en ce niveau-là, Carl Schmitt est digne de l'appellation du Maurras allemand qu'on lui a donné. Pas par les Maurassiens d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que je vous comprends mieux quand vous prenez l'image des anciens et des modernes, parce que comme notre ami Annie, c'est vrai qu'on ressent au niveau du peuple, et quand on pense aux Gilets jaunes, justement, j'ai l'impression que cette misère, quand même, qui est là, et ce monde qui n'est plus contrôlé par ce monde de l'image, et où on n'a plus de référence au niveau religieux, parce que quand vous avez énoncé, par exemple, les trois religions monothéistes, il faut quand même reconnaître que... Moi, j'ai une très mauvaise habitude, mes copines me disaient « mais tout nous casse les pieds ». Moi, je dis, à l'heure actuelle, on se retrouve dans la situation du temps des croisades. Parce que dans le concret, dans le réel, qu'on voit tous les gens rouspétés, la propriété remise en cause et tout ça, on a l'impression que le communisme n'est pas mort, ce serait plutôt les trotskistes, oui, avec moins de... Il y a moins de règles, il y a moins de... Mais il y a cette révolution de la misère qui est en train de monter tout doucement. À nous de l'utiliser, de l'aider pour renverser le désordre établi. Oui, ça. Moi, je reviens en arrière. Tu disais qu'il n'y avait pas vraiment de pensée contre-révolutionnaire sous l'Ancien Régime. Et quand même, un personnage comme Jean Bodin, avec tous les jurisconsultes qui l'entouraient, à la fin du XVIe siècle, avait bien construit une pensée où il introduisait la société. C'est lui qui a théorisé le droit éminent. Et donc, il a quand même bouleversé... Jean Bodin, il est dans la ligne de ceux qu'on appelait les légistes, hein, Jean de Terre-Rouge, tous ces gens qui étaient des auxiliaires de la monarchie pour aider le roi à combattre les oppositions des pouvoirs concurrents, notamment l'empereur, le pape. Hein, voilà. Et donc, effectivement, Jean Bodin, enfin, excusez-moi, les Lumières, c'est pas au XVIe siècle, hein, les Lumières, elles apparaissent à partir, de la fin du XVIIe siècle. Il faut lire le livre de Paul Hazard, un livre remarquable, hein, qui s'appelle La crise de la conscience européenne. Un livre extraordinaire. Hein. Il a écrit un livre, ce monsieur, un seul, mais c'est vraiment pas rien. Et dans ce livre, Paul Hazard montre bien comment la conception qui, par la suite, a conduit à la Révolution française, a commencé à se cristalliser vers 1680. Donc Jean Bodin, il est mort depuis bien longtemps, depuis un siècle qu'il est mort. Hein. Donc évidemment, Bodin, il est dans la ligne de ces légistes, de ces grands juristes qui construisaient un droit pour soutenir les prétentions de l'État. Voilà, c'est ça. Hein, c'est vrai. Oui. Moi, j'ai découvert avec toi, ce soir, les contre-révolutionnaires, source des sciences humaines contemporaines, qui sont construites dans la science humaine. C'est vrai que la pensée des Lumières, entre guillemets, c'est toujours la raison et le contrat. Exactement. Et précisément, il y a la reconnaissance qu'il y a des phénomènes humains qui ne peuvent pas se réduire à la raison et au contrat. Il y a un très beau livre qui s'appelle Les fous littéraires, dans lequel il y a un chapitre sur les inventeurs de langage rationnel, le Volapük, l'espéranto, etc.
et qui sont faits justement pour qu'il n'y ait pas une domination d'un peuple ou d'un groupe sur un autre, donc tout le monde aura la même. Et il montre que les héritiers de Volapük ou de l'Espérantoa sont pas tout à fait d'accord avec les choix arbitraires qu'ont fait le fondateur. Donc ils vont faire un Volapük 2, un Volapük 3, etc. Ce qui fait qu'à la fin, le langage qui était fait pour communiquer avec tout le monde ne communique avec personne. Et voilà, c'est exactement tout. Oui. Oui, moi c'est les circonstances de la vie qui ont fait ça. J'ai passé le bac en 1068. Ça fait sourire beaucoup, mais je crois qu'il y a une chose qu'on oublie. C'est que 1068 a accéléré le déclin de la France. Je suis clair là-dessus. Parce que quand vous voyez dans tout le milieu associatif, politique ou autre, eh bien c'est la décadence. Un sieur comme le M. Cohn-Bendit dit qu'ils n'ont pas gagné politiquement, mais ils ont gagné moralement, ils ont gagné sur le terrain. Parce que maintenant, c'est ces idées-là qu'on ressort et c'est ces idées-là qu'on met en pratique. Et quand on voit dans le monde associatif, dans le monde politique et autres, c'est leurs idées. Et je rejoins totalement ce qu'a dit Madame, c'est que dans mes études de sciences économiques, eh bien, j'ai eu l'occasion de tomber sur l'américain James Burnham. James Burnham était le secrétaire de Trotsky. En 1941, il a fait la révolution directoriale, qui d'ailleurs correspond en grande partie à la description du monde à l'heure actuelle. Eh bien, ce monsieur, j'ai vu sur Internet, je ne vais pas aller vérifier, mais enfin bon, ça m'a quand même interpellé, comme on dit. Et ce monsieur a été embauché par les États-Unis en 1945 pour faire avaler aux Européens le plan Marshall. Et puis plus tard, eh bien, il s'est retrouvé, j'ai vu qu'il avait fait partie de l'équipe du président Reagan. Alors, on commence chez Trotsky, on fait le plan Marshall, et après ça, on trouve chez Reagan. Alors, ce qu'a dit Madame est parfaitement juste. Moi, ma belle famille et aussi vécu le communisme. Mon beau-père a été, comme on dit, torturé par les nazis, ruiné par les communistes. Alors, je sais, il m'a beaucoup appris. Eh bien, le communisme n'est pas mort. Ça, il n'est pas mort. Et ça, il est sous d'autres formes, comme Madame l'a très bien dit, mais il n'est pas mort. Et quand on voit le nombre de trotskistes, Madame a raison, qui sont, comme les Jospin et autres, sont arrivés au pouvoir, eh bien, c'est quand même un fait. C'est tout. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et le problème pour moi de la reconstruction, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais pour moi, c'est la mise en pratique du décalogue. Il ne faut pas aller plus loin que mettre le décalogue. Les catholiques que je suis, eh bien, le but, c'est de sauver son âme. Eh bien, il faut que l'État nous donne des possibilités de pouvoir arriver à ce but. Voilà. Bon, une dernière question, et puis on passe à côté. Et on continuera ces conversations en mangeant. Pas de questions? Pour être vraiment très simpliste et très caricatural, je pense que l'esprit de tradition, c'est accepter les contraintes naturelles que la vie est comme ça, c'est-à-dire que c'est pas agréable, hein, mais c'est comme ça. Et bien, la révolution, c'est les contraintes, on n'a rien à... Vous voyez ce que je veux dire. Toujours l'histoire dominant-dominé. Hein, on dit, allez, on va arrêter d'être dominé, mais on est encore peut-être plus